Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 7-8 l'hebdo, le sommaire de ce vendredi 27 septembre. Minute de silence et discours en hommage à Jacques Chirac. Au conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, les pensées pour l'ex-président de la République décédé ce jeudi étaient nombreuses. Les réactions à suivre. 111 féminicides depuis le début de l'année 2019, dont 4 dans les Yvelines. Nous Toutes organise une grande marche de lutte contre les violences faites aux femmes le 23 novembre. L'antenne des Yvelines prévoit 2 réunions d'information. Une représentante du collectif sera avec nous en plateau. Des conseils municipaux de rentrée parfois tendus, le tout premier forum de la création d'entreprises de Saint-Quentin en Yvelines et un forum de l'apprentissage à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans le département. Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Le 22e président de la République française s'est éteint jeudi 26 septembre. De par son titre, Jacques Chirac a marqué l'histoire des Français, mais également les carrières de nombreux élus des Yvelines. Le conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui s'est tenu jeudi soir, a voulu lui rendre hommage. Reportage de Mélanie Poquet. Une minute de silence et un discours pour le conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ce jeudi 26 septembre. Jacques Chirac, grand humaniste, il a forgé par-delà les générations et les opinions personnelles. Des mots prononcés par le président qui a côtoyé l'ancien chef de l'État. Jean-Michel Fourgousse a travaillé 2 ans avec lui à la sortie de Sciences Po. C'est un homme généreux, c'est un homme mais généreux avec tout le monde, pas uniquement avec la droite ou la gauche. Il a quelque chose, et il avait une force de travail hors norme. Une mémoire assez impressionnante qui m'a toujours impressionné. Il avait le sens de l'humour, il était bienveillant, il aimait la France. Engagé en politique pendant plus de 40 ans, Jacques Chirac a inspiré de nombreux politiques saint-quentinois, notamment chez les plus jeunes. Un grand homme d'État qui nous quitte aujourd'hui, avec qui j'ai grandi, parce que j'ai 37 ans, et mon premier vote, je m'en souviens, c'était en 2000, pour le référendum sur le quinquennat. Et ensuite, j'ai voté pour lui en 2002. C'est aussi toute ma construction politique, puisque j'avais adhéré à l'UMP à l'époque, quand c'était la grande famille de la droite et du centre. En tant que jeune élu, c'est vrai que c'est forcément un personnage qui m'a marqué par l'humanité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait et que tout le monde a ressenti comme un amour pour tous ses concitoyens, pour son pays et puis aussi son combat contre les extrêmes. Un hommage populaire à l'ancien chef d'État est organisé dimanche 29 septembre à Paris. Un moment de recueillement a été demandé par Matignon lundi 30 septembre à 15h dans les mairies. En 2006, Jacques Chirac recevait Angela Merkel à la préfecture des Yvelines dans le cadre d'une rencontre franco-allemande. Aucun chef d'État en exercice n'était venu dans cette préfecture depuis le général de Gaulle. Retour sur cet événement dans notre rubrique Ça s'est passé. Il est un peu moins de 22 heures. Avec un petit quart d'heure de retard sur le programme, la rencontre franco-allemande s'achève. Angela Merkel, raccompagnée par le chef de l'État, quitte la préfecture des Yvelines. La journée marathon s'achève. Vous savez que depuis le général de Gaulle, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1965, aucun chef d'État en exercice n'était venu dans cette préfecture. Et donc, plus de 40 ans après, être venu pour une réunion de cette importance, à l'occasion de l'inauguration de cette superbe exposition des musées de Dresde au château de Versailles, eh bien pour cette maison, c'est effectivement un très grand honneur. Cette rencontre officielle se prépare dans les moindres détails depuis une quinzaine de jours. Tout a été réglé par les services du protocole allemands et français. La sécurité, bien sûr, mais aussi le choix des salons en passant par les fleurs, le menu et l'emplacement des caméras dans la cour. Après un entretien entre délégations à huis clos, Angela Merkel et Jacques Chirac se présentent devant la presse. Il est aux alentours de 19h20. Il sera bien sûr question de la baisse de la TVA pour la restauration repoussée à une date ultérieure, mais aussi de l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. En Allemagne, il y a une discussion sur l'opportunité de commencer l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'école primaire. Et je crois que le plus tôt on commence l'apprentissage de langues, le mieux cela serait, même si pour l'instant on le fait un petit peu trop tard en Allemagne. Il est indispensable de faire en sorte que tous les Européens
le plus vite possible, soient dans l'obligation, dès le plus jeune âge, à l'école, d'apprendre 2 langues. Et c'est le meilleur moyen de faciliter la diffusion à la fois de l'allemand et du français. Jacques Chirac, qui à son arrivée au pouvoir en 1995, constitue avec Alain Juppé le gouvernement le plus féminisé de l'histoire. Elles sont 12, dont 4 ministres. Mais ce gouvernement ne tiendra pas plus de 6 mois et la nouvelle équipe n'en comporte que 4. Il n'empêche qu'il impulse cette volonté de féminisation de l'exécutif avec même la nomination de Michèle Alliot-Marie comme ministre de la Défense en 2011. Elle est la première femme à occuper cette fonction. Plusieurs lois concernant les droits des femmes sont passées durant son septennat et son quinquennat. Elles s'affichent sur votre écran. Et même concernant les violences conjugales, la loi de 2004 sur le divorce introduit la procédure d'éviction du conjoint violent. En 2006, c'est une loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple qui est votée. La notion de respect apparaît également dans le contrat de mariage. Gaëlle Desmar, vous êtes notre invitée du jour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous représentez l'antenne yvelinoise Nous Toutes, le collectif féministe. Vous en souvenez-vous de ces lois début des années 2000 ? Alors, je ne m'en souvenais pas précisément, non. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne suffit pas. Parce qu'actuellement, on a des chiffres énormes encore de violences envers les femmes et les enfants. Donc, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui avec le collectif Nous Toutes. Alors justement, on va parler de collectif Nous Toutes. On referme notre page sur la mort de Jacques Chirac. Vous pouvez retrouver d'autres réactions dans notre JT du jeudi 26 septembre en replay sur notre site internet et notre application mobile. On l'a appris ce matin, les 110e et 111e féminicides de l'année. Jeudi 26 septembre à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, une femme de 86 ans a été tuée par balle par son mari de 91 ans, ainsi qu'à Muret, dans la Haute-Garonne, une femme de 69 ans aurait été tuée par son compagnon de 58 ans. C'est ce dernier qui a prévenu les secours. L'égalité entre les femmes et les hommes déclarée comme grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Que manque-t-il pour lutter et éradiquer ces féminicides ? Il faudra déjà que les femmes soient davantage écoutées, que leurs plaintes soient prises en compte et qu'il y ait les décisions de justice qui aillent davantage en faveur de leur protection. Parce qu'on voit qu'il y a dans les féminicides qui ont eu lieu encore récemment des femmes qui avaient porté plainte à de multiples reprises et malheureusement elles n'ont pas été protégées correctement. Alors, parmi ces 111 féminicides, 4 se sont déroulés dans les Yvelines, contre 1 en 2018. Quelles solutions existent dans notre département ? Alors, dans notre département, en cas de problème de violence, il faut prendre contact avec des associations qui sont spécialisées, comme le planning familial ou le CIDFF. Il y a le numéro national du 3919 aussi qui peut être contacté en cas de problème pour être conseillé, être orienté correctement. Des associations qui s'affichent à votre écran. Le 3 septembre dernier a été lancé le Grenelle des violences conjugales. De premières annonces ont été faites par le Premier ministre. 5 millions d'euros pour la création de 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence, la possibilité de porter plainte à l'hôpital, la création de procureurs référents spécialisés et la mise en place effective du bracelet électronique anti-rapprochement à partir de 2020. Des réunions locales ont lieu dans toute la France, avec une première réunion dans les Yvelines le 13 septembre dernier. D'autres sont à venir. Qu'attendez-vous de ce Grenelle ? On attend qu'il y ait des moyens qui soient assez conséquents pour que ce soit efficace. Ce qu'on demande, nous, en termes de budget, c'est 1 milliard d'euros. Parce qu'on voit qu'en Espagne, c'est ce qui a été mis sur la table et que c'est efficace. Le nombre de féminicides a été considérablement réduit. Donc, il ne faut pas que ce soit seulement des opérations de communication qui soient effectuées, mais qu'il y ait des vrais moyens pour pouvoir protéger les femmes. On a déjà cette cellule d'écoute. Elle est efficace ? Elle est efficace, mais derrière, il faut qu'il y ait des solutions, des places en centre d'hébergement qui soient créées et que tous les maillons de la chaîne en fait, soient formés au niveau de la police, au niveau de la justice. Et il ne faut pas qu'il y ait seulement le volet répressif après coup qui soit mis en œuvre. Il y a aussi toute une partie éducation
qui doit être faite en amont pour éviter que ces violences continuent à perdurer. Donc on propose aussi de sensibiliser les enfants dans les écoles, au niveau collège par exemple, aux notions de consentement et de violence sexiste et sexuelle. Parce que c'est pas le cas encore dans les écoles ? C'est pas obligatoire. Donc, et c'est un peu du saupoudrage en fait. Donc nous on proposerait par exemple qu'il y ait un brevet qui soit passé par les enfants, un peu comme le système des brevets de sécurité routière. Comme ça permettrait de valider un peu que ces notions-là sont acquises. Alors, on revient à la justice. Cette information de la semaine dernière, la région Île-de-France, qui avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause régionale en 2017, a voté pour demander au gouvernement la reconnaissance du féminicide dans le code pénal. Qu'est-ce que cette reconnaissance changerait ? Au moins, ça permet, quand on met un mot officiellement sur ce type de violence, ça permet que ce soit vraiment reconnu. Donc ça permet de beaucoup faire avancer les choses. Là, rien que le fait d'en parler, de décompter ce nombre de féminicides dans les médias, on voit que le sujet prend de l'ampleur et que peut-être on aura des moyens d'action plus importants. Donc le fait que ce soit reconnu par la loi, je pense que ça peut beaucoup aider. Les mots comptent. Et parmi ces moyens d'action, le collectif Nous Toutes, qui est né l'année dernière pour cette grande marche organisée contre les violences sexuelles et sexistes. Maintenant, il y a une déclinaison locale, donc Nous Toutes 78 que vous représentez. Cette marche revient en 2019, le 23 novembre à 14h à Paris. Et pour la préparer, vous organisez des réunions à Poissy ce soir et à Trappes dans 15 jours. Le 10 octobre, oui, c'est ça. Donc ce sont des réunions d'information et de mobilisation. Des réunions d'information parce qu'on fait des formations sur les mécanismes des violences et sur la manière de réagir si jamais soi-même ou parmi notre entourage on est amené à rencontrer des victimes de violences, parce que malheureusement on voit que c'est assez fréquent et que ça peut toucher tous les milieux. Donc voilà, donc il y a cette partie formation et sensibilisation. Et ensuite, dans une deuxième partie de la réunion, on fait plus de la mobilisation pour la marche, où l'objectif, c'est d'être 100 000 dans la rue le 23 novembre pour faire pression sur le gouvernement pour que les moyens nécessaires soient alloués. Et donc, on va mener des actions locales jusqu'au 23 novembre pour essayer de sensibiliser un maximum de gens à cette cause. Pour retrouver toutes les informations sur vos événements, il y a votre page Facebook qui va s'afficher. Vous espérez qu'il y ait beaucoup d'Yvelinois peut-être, ou Yvelinoises dans cette marche ? Oui, on espère. On en parle beaucoup autour de nous et on espère les voir nombreux aussi à nos réunions. Et en effet, sur les réseaux sociaux, on est très actifs et vous pouvez suivre toutes nos actualités sur Facebook et Instagram. Merci Gaëlle Desmar d'être venue sur notre plateau. On rappelle vos deux réunions, Poissy ce soir à 20h, Trappes le 10 octobre également à 20h et bien sûr la marche du 23 novembre à Paris. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, elle est spécialisée dans les tests pour la qualification des produits. Depuis l'an passé, l'entreprise Emitech a de nouveaux locaux à Montigny-le-Bretonneux, des espaces plus grands pour développer son activité. Patrick Jade de Dixmude et Grégory Canalet, on peut suivre quelques essais. 6000 m² de laboratoire, Emitech a vu grand pour mener au mieux ses tests dans la certification et la mise au point des produits dans les domaines grand public, aéronautique et médical. Les nouveaux locaux à Montigny-le-Bretonneux mettent les 150 salariés dans les meilleures dispositions pour mener des essais de résistance au choc, secousses et vibrations. Ce sont des locaux dans lesquels, au même endroit, un client peut faire l'ensemble des essais, comme je l'ai dit, compatibilité électromagnétique, etc. Donc c'est extrêmement important. C'est un lieu unique auquel le client peut réaliser l'ensemble de ses besoins d'essai. Des essais menés notamment sur la capacité des matériaux à résister au feu dans les avions. Donc là, on génère un ensemble air-carburant. La partie supérieure du matériel est un matériel qui va être soit un plancher, soit un plafond à l'intérieur de l'aéronef. La résistance des matériaux qui sont mis en œuvre, elles doivent assurer effectivement la capacité d'une part d'auto-extinction, une capacité de résistance et évidemment une capacité, dans le pire des cas, d'évacuation. Dans ces laboratoires, Emitech peut également recréer les vibrations d'un trajet quotidien, qu'il soit routier, ferroviaire ou aérien. Là, si vous approchez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, on voit vraiment comment se déforme la règle sur cette fréquence-là. Et donc on va voir si effectivement, en subissant ces vibrations, on ne va pas observer des dégradations ou des non-fonctionnalités qui pourraient être critiques pour le fonctionnement derrière dans l'appareil.
À partir des essais menés, comme sur ces câblages de véhicules à qui l'on a fait subir des perturbations, un rapport est transmis au client qui décidera avec les autorités de la mise en équipement des appareils. On fait ces essais donc en préqualification et qualification pour qu'une fois qu'il est monté sur le véhicule, que le client n'ait pas d'impact sur l'utilisation du véhicule. Emitech travaille avec des grands groupes comme Safran, Valeo et Thales. L'entreprise enregistre chaque année une croissance de 10%. Un forum de l'apprentissage pour booster son projet professionnel. Il se déroulait jeudi dans les locaux de la maison de l'étudiant de l'université Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt. Destiné à tous les jeunes de 15 à 29 ans qui n'ont pas de solution d'alternance en cette fin du mois de septembre. Sur place, 17 CFA, centres de formation pour apprentis, étaient représentés pour proposer les dernières offres d'apprentissage disponibles sur le territoire. Propos recueillis par Mathilde Demilly. Les centres de formation d'apprentis viennent avec leurs offres à pourvoir dans des entreprises parce qu'elles sont mandatées par les entreprises pour trouver un candidat. Donc les CFA sont là pour recruter pour des entreprises et pour que les jeunes intègrent leur formation et soient formés en alternance, donc en apprentissage, avec des heures de formation au CFA et des heures de travail en entreprise. Le quartier du Valibou à Plaisir a connu des nuits agitées. Du 19 au 21 septembre, des violences ont éclaté. Poubelles incendiées, affrontements avec les forces de l'ordre. L'origine est à ce jour inexpliquée. La maire de Plaisir dresse un état des lieux au micro de Nicolas Dandry. La situation semble être revenue à la normale. Nous avons fait le nécessaire pour essayer de comprendre avec toutes les institutions, que ce soit police nationale et puis la police municipale, mais également tous les partenaires que nous avons sur le quartier. Visiblement, c'est une secousse qui s'est produite, qui a été assez violente, il faut le reconnaître. Moi, je suis très honnête, qui nous surprend parce qu'avec tout le travail qui est fait sur le quartier dans le cadre de la réhabilitation, mais également dans le cadre du rapprochement avec les femmes, avec les associations, c'est quelque chose qui nous surprend et on se dit que finalement, ça ne vient pas de l'intérieur du Valibou, ça doit venir de l'extérieur, certainement, comme m'ont échangé avec moi plusieurs maires, comme quoi également sur leur quartier, il y avait des espèces de mouvements de cet ordre-là. L'origine, je n'en sais strictement rien. En tout cas, je sais que je ne lâche pas prise, je continue d'aller au Valibou, nous continuons d'avoir des actions sur le Valibou, parce que ce que je veux, c'est que le Valibou s'améliore et il est en train de le faire, alors ça gêne peut-être certaines personnes. Des bouleversements dans les majorités des municipalités de Villepreux et Plaisir. À Villepreux, pour commencer, le maire Stéphane Mirambeau s'est retrouvé seul suite à des plaintes pour harcèlement sexuel. Il s'est retiré durant l'été avant de revenir en cette rentrée. Ce retour a entraîné l'explosion de la majorité. Le maire a alors annoncé ne pas se représenter pour les élections de 2020. Ce mardi 24 septembre se tenait le conseil municipal. 2 groupes issus de la majorité démissionnaire se sont formés et un conseiller municipal a été élu premier adjoint. Condition pour que la commune évite la mise sous tutelle. On écoute la réaction de Stéphane Mirambeau. Il faut bien avoir en tête que si je démissionnais aujourd'hui, le conseil municipal est dissous, on revote et dans 4 mois, on revote. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour la ville. Je vais liquider les affaires courantes et il y a des gros projets qui sont encore là. Il faut qu'on pense à eux. Des tensions également à Plaisir, où dès le début du conseil municipal, 3 membres de la majorité demandent à prendre la parole pour une annonce. Ils démissionnent et rejoignent le groupe Ensemble Avançons pour Plaisir, affilié à La République En Marche. Une décision qui amorce les élections municipales de 2020. Joséphine Colmansberger au micro de Nicolas Dandry. Surprise, pas trop, vraiment. Plutôt, je dirais, une confirmation d'un opportunisme qui me semble évident, parce que quand on partage 5 ans et demi des projets communs, quand on travaille ensemble pendant 5 ans et demi, je peux que m'interroger, je dirais, sur les vrais fondamentaux d'une démission comme celle-ci à quelques mois des élections. Et vous pouvez retrouver les reportages complets sur notre site internet et notre application mobile. Mardi 24 septembre était organisée la journée « Je crée ma boîte », une première à Saint-Quentin-en-Yvelines, un forum sur la création d'entreprises. Toute la journée, plusieurs partenaires de SkiCube ont conseillé et apporté des réponses à des entrepreneurs. Un reportage de Nicolas Dandry et Rodolphe Blondel. Accompagnement, financement, expertise, réseau et immobilier d'entreprise, les acteurs de la création d'entreprise au forum Je crée ma boîte, un événement organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines et la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Objectif, conseiller et orienter les entrepreneurs dans leur démarche de création. La plupart du temps, les porteurs de projets viennent en disant « j'ai une idée, je veux savoir la meilleure forme juridique qui me convient et les aides que je peux avoir ».
Donc mon rôle, dans un premier temps, c'est de dire c'est bien de vous poser ces questions-là, mais ce n'est pas que ça. Avant, il faut poser votre projet par écrit pour savoir si votre projet est viable. Parmi les visiteurs, Cédric Leroy, son projet crée une société de conseil dans le domaine du sport avec pour cible le marché indien. J'étais un petit peu perdu, pour être tout à fait franc avec vous. Il y a énormément de statuts de société qui existent. J'ai pris des renseignements un petit peu sur Internet, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait une limite à tout ça et que c'était important de pouvoir échanger avec des personnes physiques. J'ai appris justement qu'il y avait un service international au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, ce que je ne savais pas du tout. Donc j'ai fait une prise de rendez-vous et ils m'accompagneront ensuite sur justement le choix de mon statut d'entreprise. De son côté, Sybille Capel veut développer une plateforme de recrutement, une démarche après plusieurs années passées en entreprise. Demandeur d'emploi, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a un réseau qui est très très bien ficelé et qui aide grandement les créateurs d'entreprises dès l'embryon d'idée, donc c'est plutôt sympa. Statut juridique, protection sociale, études de marché, des thèmes abordés dans ces ateliers à l'intérieur du Ski Cube. C'est des ateliers de 45 minutes. Généralement, il y a une demi-heure en fait, d'intervention du formateur, de l'expert de la thématique. Et derrière, il y a toujours 15 minutes d'échange avec les participants. Au premier trimestre 2019, plus de 5200 entreprises ont été créées dans les Yvelines. Durant ce forum, Othman Nasrou, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge du développement économique, a répondu aux questions de Nicolas Dandry, extrait du 7-8 journal de mercredi 25 septembre. On est sur un territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est particulièrement dynamique, qui est un des poumons économiques de l'Île-de-France. Et il est important naturellement qu'on accompagne tous les créateurs pour créer les emplois de demain. C'est d'abord souvent des emplois pour ceux qui créent leur entreprise, qui décident entre guillemets de se mettre à leur compte. Et puis ça permet de créer aussi de nouveaux emplois. Je vous donne un seul chiffre parmi les entreprises que nous accompagnons ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. 80% d'entre elles créent au bout de 2 ans plus de 2 emplois. Les 25 000 participants sont attendus au pied de la Tour Eiffel samedi pour cette 42e édition du Paris-Versailles. Le premier départ est à 10h, une course emblématique dont le parcours est inchangé depuis 1975. Le président de l'association organisatrice au micro de Margot Duroy et Rodolphe Blondel. Il y a un tiers de plat à Paris pour bien s'échauffer, du départ jusqu'à le bas de la côte de Meudon, et puis la fameuse côte de Meudon qui fait 2 km. Qui est suivi de plusieurs petites bosses et une grande descente, et ensuite encore une grande côte à Viroflay. Et puis Viroflay, c'est le 13e kilomètre, donc il y a 3 derniers kilomètres qui sont légèrement difficiles aussi parce que c'est un plat montant, surtout ici sur Versailles, sur la ligne de Paris qui est très large. Et donc on n'a pas l'impression des distances, et puis surtout dès qu'il y a un peu de vent, on a toujours de face ici. Il s'agit de la plus grande brocante de France. 800 stands, 30 000 visiteurs attendus du monde entier. La foire de Chatou s'ouvre ce vendredi 27 septembre pour un peu plus d'une semaine jusqu'au 6 octobre. Après le cyclisme l'année dernière, le thème de cette 99e édition est les années 1980. Une exposition d'affiches sera présente. On écoute Jean Novicki au micro d'Aurélie Rose. Chaque marchand, quand il y a un thème, eh bien, il essaye d'avoir quelque chose de ce thème. Vous allez retrouver cette année dans les stands, même dans beaucoup de stands, des choses des années 80. Un collectionneur, il trouve son bonheur. Un amateur d'art, il trouve son bonheur. Un amateur de vintage, comme on appelle, il trouve son bonheur. En fait, Chatou, c'est un village. Le haut débit pour tous et partout est prévu d'ici fin 2020. De nombreux chantiers sont en cours dans la région pour le déploiement de la fibre. Nos confrères de Via Grand Paris en ont suivi un dans les Yvelines. Le déploiement de la fibre se poursuit en Île-de-France. Le haut débit pour tous et partout est prévu d'ici fin 2020 et le très haut débit pour 2022. Aujourd'hui, plus de 4,6 millions de logements sont éligibles à la fibre en Île-de-France. Et c'est l'opérateur Orange qui a déployé 70% du réseau. 300 chantiers de l'opérateur historique sont actuellement en cours dans la région, dont 51 rien que dans les Yvelines. La fibre dans les Yvelines, c'est très simple, nous devons fibrer 102 communes. Elles seront toutes terminées fin 2020, c'est notre engagement. Et nous en avons déjà terminé 52, donc ce qui nous laisse très confiants pour atteindre cet objectif, peut-être même le devancer. Cette semaine, l'opérateur fêtait son 1 000e abonné fibre en Île-de-France. Pour l'heureux élu, l'accès au très haut débit était devenu indispensable.
On est 4 personnes à utiliser Internet à la maison, 2 à titre professionnel et 2 ados à titre soit gamer, soit des montages, on va dire, de vidéos et d'animation. Donc qui demandent d'avoir un débit qui soit stable et qui demandent d'avoir du débit aussi de la vitesse. Tout simplement. Ce qui n'était pas automatiquement le cas avant. Et c'est clair que depuis juillet, ça a un peu changé. On peut l'utiliser, j'allais dire, à 4 maintenant, en même temps. L'arrivée du très haut débit pour tous voit également apparaître de nouveaux usages qui sont appelés à se développer. La domotique, l'utilisation de plus d'objets connectés, de plus en plus d'objets connectés rentrent dans les maisons aujourd'hui, que ce soit autour des frigos connectés, des robots de cuisine connectés, des ampoules connectées. Eh bien, pour faire fonctionner tous ces objets connectés en même temps, il faut du débit. La France aura mis 15 ans pour déployer intégralement la fibre, contre 40 ans pour installer le téléphone fixe. Un record qui place l'Hexagone au premier rang des pays fibrés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur des images de l'installation de la 2e édition de Thoiry Lumière Sauvage qui débutera le 27 octobre. Le reportage est à découvrir dès la semaine prochaine dans notre 7-8 journal. Bon week-end sur TV78.